Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité sur Watt FM et Tru TV. Une audience qui revient sur la composition le 25 octobre dernier du nouveau gouvernement du Burkina et notamment sur certains commentaires qu'il a suscités au sujet de la nomination de certaines personnalités. Nous recevons à cet effet aujourd'hui le ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur qui a souhaité apporter des éclairages à certains commentaires qui suscitent débat dans l'opinion publique. Bonjour Monsieur Rasmane Congo. Bonjour, Monsieur le Président. Donc, juriste au ministère chargé des Affaires étrangères. Nous attendons normalement encore un deuxième responsable de ce département ministériel. Bienvenue et merci de vouloir partager avec nous, mais surtout avec les auditeurs, nos auditeurs et nos téléspectateurs, votre part de vérité. Deux des juges du tribunal siègent également à cette audience un peu spéciale qui vise à faire droit à la sacralité des faits et à la liberté des commentaires. Bonjour juge Bernard Bougma. Bonjour président Tomangui, bonjour juge Ouedraogo, bonjour madame, monsieur. Président, bonjour, juge Bougma, bonjour, auditeurs, téléspectatrices, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à nouveau bonjour et bienvenue à cette cinquième et dernière audience du tribunal de l'actualité pour la semaine qui s'achève. Et voici pour commencer les avant-propos des juges. Juge Bernard Bougma, vous écoute pour votre avant-propos de ce vendredi. Alors, mon avant-propos, c'est suite aux différentes contestations qui sont déclenchées ici et là, qui pour décrier une personnalité, qui pour décrier plusieurs autres, parce que pour certains, au nom du principe que Damiba n'est plus au pouvoir, il n'est plus de raison qu'un ministre qui a servi sous lui soit encore dans le gouvernement. Donc, chacun y va de son commentaire. Il y en a qui menacent de prendre la rue, il y a d'autres qui appellent à manifester. Mais bon, j'avais dit que l'appel à la rue pour pouvoir réduire Damiba à néant et faire en sorte que le capitaine Ibrahim Traoré s'installe. Cet appel et toutes les autres officines qui se sont impliquées ont réveillé un monstre à plusieurs têtes. Et donc, plusieurs têtes, et finalement, on ne sait pas qui est de bonne foi, qui ne l'est pas. Donc, c'est aussi ça, l'épreuve du pouvoir au niveau du Burkina. Ce n'est pas facile de diriger les Burkinabés comme les uns et les autres le disent. Donc, à l'épreuve de la contestation et à l'épreuve de. Est-ce qu'on peut faire réellement tabula rasa? Est-ce qu'on peut faire sans? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est un Ibrahim Traoré qui est face à lui-même et face à l'exercice du pouvoir, qui a des choix cornéliens à faire. Parce que de ce qu'il va montrer ces derniers temps comme capacité à pouvoir arrondir les angles et à s'en sortir sans laisser des plumes, va dépendre aussi de la suite de sa gestion, donc de son magistère. Donc j'ai dit, est-ce qu'il est à la hauteur du challenge? C'est très difficile pour le monde le dit. J'ai dit c'est la qualité du leadership et le choix des hommes qui va déterminer tout le reste. Donc on attend de voir comment est-ce que ce bras de fer qui commence dans l'ombre et comment est-ce que ça va se passer. Mais en attendant, n'oublions pas l'essentiel. On a un territoire à défendre et à préserver. Nous avons un territoire à défendre et à préserver, c'est l'essentiel et il faut que tous on apporte notre contribution pour cet objectif. Juge Inoussa Ouedraogo, quel est votre avant-propos de ce jour? Merci Président. Ce matin, je voudrais rappeler que dans quelques jours, nous allons célébrer le 8e anniversaire de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Et je voudrais donc en ce moment avoir une pensée pour l'ensemble de ces martyrs tombés les 30 et 31 octobre dans la contestation qui avait lieu à l'époque. Avoir également une pensée pour les blessés et pour leurs familles. Depuis quelques années, donc, on a le débat qui revient régulièrement chaque fois que nous sommes proches de cette date-là, à savoir que les parents des victimes sont toujours dans l'attente d'un certain nombre de réparations par rapport donc à la perte de leurs parents et par rapport également à certains blessés qui
je dirais, vivent toujours avec les séquelles donc, de ces jours difficiles qu'a connu notre pays. Et c'est une occasion pour moi d'interpeller encore les autorités sur la nécessité de s'occuper de ces personnes-là, de ne pas les laisser errer comme ça dans la nature avec leurs problèmes, avec leurs préoccupations. Parce qu'il y a quelques mois, nous avons reçu ici l'un des porte-parole des parents des victimes qui disait qu'ils sont laissés à eux-mêmes et que chaque fois c'est à l'approche qu'on se rappelle qu'ils sont là. Et puis assez souvent ils ne sont pas associés à un certain nombre d'actions qui sont menées et ils souhaitaient véritablement qu'une prise en charge réelle soit faite pour certains parents des victimes, pour certains orphelins notamment, à qui on avait promis un certain nombre de choses. Et des lois ont été votées, mais les décrets d'application n'ont pas été pris. Et jusque-là, donc, ces familles-là souffrent. Je pense à eux, je pense à tous ceux qui sont sortis les 30 et 31 octobre et dont, malheureusement, les idéaux ont été par moments trahis par certains hommes politiques. Et leur dire que quand on fait un bond dans le feu, si on ne veut pas se laisser consumer, il y a nécessairement un second bond à faire. Et nous ne devons pas donc baisser les bras, nous devons continuer le combat tout en pensant à ceux qui se sont battus pour que nous ayons plus de liberté et de justice dans ce pays. Il faut continuer de se battre, il faut continuer de se battre pour la liberté, pour la justice, mais aussi pour la vérité. Nous sommes donc sur ce plateau du tribunal de l'actualité, je vous l'annonçais tout à l'heure. Nous disons bonne arrivée à monsieur Saïdou Zongo, c'est le secrétaire général du ministère chargé des Affaires étrangères. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour et bienvenue pour les éclairages que vous avez à apporter à nos auditeurs et à nos téléspectateurs. Merci. Alors, bonjour à vous. Alors nous ouvrons cette séance aussi avec les juges qui ont sans doute des questions de généralité à vous poser à tous les deux. Nous sommes donc aujourd'hui pour cette émission avec le ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur qui a quelques éléments d'appréciation à partager avec nous, mais également et surtout avec nos auditeurs et avec nos téléspectateurs. Benra Bougman. Question de généralité, ma première question c'est à l'avènement du MPSR 1. Il y a des ambassadeurs qui ont été rappelés. Il y a eu beaucoup de commentaires, comme on a le ministère en personne ici ce matin. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont été rappelés? Est-ce qu'il y a eu des fautes, des erreurs ou bien? Ok, merci beaucoup. Merci vraiment pour l'opportunité que vous nous donnez de nous exprimer et d'apporter des éclairages parce que avant même de répondre à la question, depuis un certain temps, le département en charge des affaires étrangères fait l'objet, en tout cas, d'informations, des articles, que ce soit dans la presse classique ou dans les réseaux sociaux. Nous sommes, en tout cas, sous les projecteurs. Et nous avons souhaité quand même venir échanger avec vous pour quand même donner des éclairages pour ne pas que en fait il y ait une désinformation, pour donner en tout cas notre lecture des choses et éclairer davantage vos auditeurs, vous-même. C'est pour cela que je tenais à remercier vraiment les responsables de Free TV, vous-même qui êtes là aussi sur ce plateau. Pour revenir à la question qui a été posée, vous savez, au niveau du ministère des Affaires étrangères, les ambassadeurs ou même le personnel en général est affecté pour une certaine durée. Mais dans la réglementation aussi, il se trouve des moments où il y a des rappels avant terme. Pour le cas des ambassadeurs, pour répondre à la question plus précisément, pour le cas des ambassadeurs, c'est un certain nombre d'ambassadeurs qui avaient été rappelés simplement parce qu'ils avaient fait 5 ans. Parce que le terme maximum, c'est 5 ans. Maintenant, il y a dans ce lot aussi des ambassadeurs qui avaient atteint la limite d'âge pour la retraite. Et vous savez que dans le contexte du MPSR 1, s'agissant de la gouvernance,
il avait été dit clairement que les fonctionnaires qui dépassaient l'âge limite de la retraite devraient, en tout cas, aller à la retraite comme la réglementation le prescrit. Et donc c'est dans cette dynamique-là, dans cette ambiance-là, que ces ambassadeurs ont été rappelés. Pour le cas spécifique, parce qu'il y a une notion que notre ami a souligné, est-ce qu'il s'agit, le juge Bougma, autant pour moi, a souligné, est-ce qu'il s'agit de faute? Moi, personnellement, étant cadre du ministère des Affaires étrangères, lorsqu'il s'agit de fautes, c'est notifié. Mais la latitude est laissée aussi à l'autorité d'apprécier. C'est l'autorité, c'est-à-dire notamment le président du FASO, qui a ce pouvoir-là de nommer les ambassadeurs. Il nomme qui il veut au poste où il veut. Donc voilà, il a l'altitude de rappeler qu'il veut à n'importe quel moment et de replacer d'autres personnes à ces endroits-là. Et donc pour la question de la faute, moi je ne peux pas vous dire s'il s'agit d'une faute, mais ce que j'ai observé de mon poste, il s'agit en général des cadres qui avaient fait 5 ans et qui, pour d'autres, avaient atteint la limite d'âge. Maintenant, il y a des postes politiques naturellement qui est laissé à l'appréciation du chef de l'État. Voilà ce que je peux dire en substance sur cette question. Oui, j'ai posé la question sur la faute parce que sur certains, ils ont été dit que dans les premières heures du coup d'État contre le président Kaboré, il y en a qui ont fait ceci, il y en a qui ont fait cela. C'est pourquoi je pose la question. Voilà, vous êtes le RG et le secrétaire général des ministères, c'est la cheville ouvrière. Donc c'est le technicien maison, c'est d'ailleurs l'homme de tous les dossiers. Donc qui mieux pour répondre à cette question? Mais si vous dites que de votre position, vous n'avez pas cette réponse également, bon, nous allons prendre acte. Mais certains n'ont pas encore, jusqu'à présent, pas été pourvus. Oui. Et certains n'ont pas rempli ce délai que vous avez souligné tout à l'heure, de 4 ans ou de 5 années. Oui. Il y en a même qui ont été nommés, ils n'ont même pas véritablement pris fonction, qu'on les a déjà rappelés. Donc c'est peut-être pour ça qu'on évoque la faute ou peut-être les raisons politiques. C'est ce que je disais tantôt. Cela relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Pour ceux qui n'ont pas fait les 5 ans, je le laisse à l'appréciation du chef de l'État qui a ce pouvoir discrétionnaire-là de décider. De toutes les façons, ce qu'il faut comprendre, le poste d'ambassadeur est avant tout un poste politique. C'est ce qu'il faut comprendre. Il y a des postes, effectivement, qui sont d'ordre technique, et on en a. Il y a des postes comme ceux de New York, c'est vrai, il y a des aspects politiques, mais le plus grand critère, c'est la technicité. Il y a le poste de Vienne, qui est une mission permanente également. Il y a le poste d'Addis Abeba, il y a le poste de Nairobi, et il y a le poste de Genève. Voilà, ces postes-là sont de nature vraiment technique, et généralement, ce sont les techniciens de la maison qui sont à ces postes-là. Mais pour d'autres types de postes d'ambassadeurs, il y a le volet politique qui pèse beaucoup. Voilà. Et l'autre aspect de la question que vous posez, il y a certains qui n'ont jusque-là pas qui ne sont jusque-là pas retournés, c'est ce que j'ai bien compris. Il y a des ambassadeurs qui ont été rappelés, le poste n'a pas été prouvé, n'a pas été remplacé. Oui, et c'est dans une situation de crise, alors que c'est des partenaires stratégiques. Oui. Voilà, c'est pourquoi je pose la question. Oui, merci. Je vous donne l'information qu'il y a des procédures en cours pour pouvoir à ces postes. Et ça prend du temps. Et cela ne dépend pas seulement que des autorités burkinabées, puisqu'il faut demander l'agrément, il faut attendre la réponse du pays dans lequel on veut accréditer notre ambassadeur. Et c'est à la suite de cette réponse que le processus se poursuit pour qu'il y ait la nomination. Voilà. Il faut aussi tenir compte d'un autre aspect. Dans le contexte de notre pays, il avait été donné comme élément essentiel qu'on ne pourvoirait pas à tous les postes. Parce que, vous le savez si bien que nous, qu'il y a un problème
dans lequel le pays vit, c'est la question sécuritaire. Il faut laisser ces postes-là faire des économies et mieux faire en sorte qu'à la fin de la transition, le pouvoir qui sera élu puisse pourvoir à ces postes-là. Voilà pourquoi il y a certains postes qui jusque-là ne sont pas pourvus. Mais pour d'autres, par contre, il y a un processus qui est engagé pour pourvoir à ces postes. Dans le premier, lesquels sont ces postes? Je ne peux pas vous donner exactement. Vous êtes là pour nous dire. Ce sont vos dossiers, c'est sur votre table. Oui, mais je ne peux pas vous donner exactement. Je peux vous citer quelques noms. Oui, il n'y a pas de problème. Voilà. Il y a par exemple le poste de Paris, le poste de Washington, il y a le poste de New Delhi. Voilà, ce sont des postes qui sont à pourvoir. Il y a aussi le poste de Vienne, où il n'y a pas d'ambassadeur. Voilà. Le poste d'Addis Abeba également, où actuellement on a un chargé d'affaires. Voilà. Je ne peux pas vous donner la liste exhaustive, mais pour quelques-uns, voilà des postes qui sont dans le processus pour être pourvus. Voilà. Alors, rapidement, juge Inoussa Ouedraogo, une question de généralité pour qu'on rentre dans le vif du sujet. Je veux avoir plus d'éclaircissement sur un certain nombre de questions. Le SG a indiqué que normalement c'est 5 ans. On a des gens qui ont plus de 5 ans, qui sont toujours en poste pourtant. Et il y a d'autres qui n'ont même pas fait 1 mois, 2 mois, qui ont été appelés. Est-ce que c'est du 2 poids 2 mesures ou est-ce qu'il y a des éléments techniques qui peuvent justifier ça? Il y a des postes où des ambassadeurs ont plus de 5 ans, vous dites. Je pense qu'il ne faut pas être aussi péremptoire parce qu'à l'étape actuelle, je mettrai ma main à couper que ce n'est pas vrai ce que vous dites. Ils ne sont pas en poste. Ils ont fait l'objet des rappels. Ils sont en train de rentrer. Donc, pour nous, nous ne considérons pas... Ils sont en train de rentrer. Oui, ils ont été rappelés en bonne et due forme. Mais certains sont toujours en poste. Mais puisque c'est un processus, ils sont en train de rentrer. Ils ont été rappelés administrativement. On ne peut pas dire que ces gens-là sont toujours en poste, puisqu'ils sont dans le processus de retour. Voilà. Le processus de retour peut prendre combien de temps? Le processus de retour, le processus de ce retour-là peut prendre combien de temps à partir du moment où le rappel est notifié? Oui, à partir du moment où le rappel est notifié, cela dépend. Cela dépend parce qu'il y a certaines contraintes. Il faut, par exemple, aller faire ses adieux, préparer le conteneur pour le retour et puis un certain nombre de travail à faire afin que l'intéressé puisse retourner. Mais c'est en fonction des rendez-vous qu'il aura obtenus pour dire au revoir. Et puis, il y a certains ambassadeurs qui ont une large juridiction. S'il faut faire le tour de toutes ces juridictions, vous comprendrez bien que ça peut prendre beaucoup de temps. Voilà. Donc c'est un peu ça, c'est quelque peu relatif. On ne peut pas fixer, en tout cas, une norme précise pour les délais de retour. Je vois que M. Congo voulait réagir par rapport à ça rapidement. Effectivement, c'est juste pour compléter ce que M. le secrétaire général a dit par rapport à la question des 5 ans. La question des 5 ans, c'est un principe. Et ce principe s'applique à tous les agents qui sont affectés ou nommés dans les ambassades. Et donc, à tous les agents, c'est pas uniquement aux ambassadeurs, c'est ce que ça veut dire? Oui, maintenant, exceptionnellement, ça ne s'applique pas aux ambassadeurs. Les ambassadeurs sont nommés et rappelés selon la volonté du chef de l'État et selon sa politique, selon les impulsions que le chef de l'État veut donner à sa diplomatie. Mais à part les ambassadeurs et tous les autres agents, les textes prévoient maximum 5 ans à passer en poste. C'est ce qui fait que des fois, des ambassadeurs sont nommés et il y en a même qui n'arrivent pas à prendre fonction, puisque s'il y a un changement de régime, parce qu'un ambassadeur qui a été nommé, qui a reçu les lettres de créance d'un chef de l'État qui arrive et qui n'a pas pu présenter les lettres de créance, et quand il y a changement, il ne peut pas présenter les lettres de créance signées par un président qui n'est pas en exercice. Donc,
soit le président, s'il veut confirmer, il l'envoie de nouvelles lettres de créance, soit s'il veut mettre quelqu'un d'autre, il change à ce moment-là. Voilà. Donc c'est ce que je voulais ajouter comme éclaircissement. J'avais ma question. Non, moi je n'avais pas posé de question de généralité. J'avais plutôt besoin d'éclaircissement sur la question que le juge Bougouma avait posée. Par contre, moi je voudrais qu'on revienne les 30 septembre, 1er et 2 octobre. On a eu des événements qui ont conduit donc à un changement de régime. Mais en même temps, on a vu qu'il y a une ambassade qui a été attaquée, notamment l'ambassade de France et l'Institut français également. Quelles sont les conséquences de tels actes, par exemple, sur les relations entre la France et le Burkina aujourd'hui, quand on sait qu'à un moment donné, le service des visas avait été suspendu? Et comment vous avez géré ce dossier? Merci beaucoup. Il y a là une question qui est vraiment d'actualité. Je sais que ce n'est pas au niveau seulement du ministère des Affaires étrangères. Peut-être que le commun des Burkinabés l'aura même constaté avec la fermeture de l'ambassade, le service consulaire qui, heureusement, va bientôt reprendre à partir du 2 novembre. Du 2 novembre. Voilà. Donc, il est vrai, ces incidents qui se sont produits ont fait l'objet de condamnation des autorités burkinabées, et il y a eu lors de la rencontre avec le corps diplomatique, cela avait été quand même déploré, et l'assurance aussi a été donnée aux ambassades et aux missions diplomatiques accréditées au Burkina que les mesures seront prises pour assurer la sécurité de leurs, en tout cas des enceintes et des diplomatiques. Ce qu'il faut dire, le dossier fait l'objet d'un suivi au niveau du ministère des Affaires étrangères. Et ce qui est sûr, nous travaillons à ce que tout puisse rentrer dans l'ordre pour que les choses puissent continuer, pour que ce service consulaire-là aussi puisse satisfaire, en tout cas aux sollicitations de la population nombreuse qui souhaitent avoir des visas ou qui souhaitent avoir un certain type de documents. Il n'y a pas de conséquences sur les relations entre la France et le Burkina en ce moment? Nous travaillons au niveau du ministère des Affaires étrangères à renforcer la coopération entre les deux pays. Oui, Bernard Bougouma. C'est une réponse qui est très diplomatique. En la matière, nous voulons savoir est-ce que le pays encourt des questions, des sanctions ou pas, parce que ça a été dit qu'en la matière, il y a des sanctions éventuelles. Je pense que la question de M. Ouedraogo part dans ce sens. Donc, gestion diplomatique, on est d'accord, mais est-ce que sur la base de la coopération des textes qui régissent le domaine de la diplomatie, il y a plusieurs conventions, est-ce que, en la matière, le pays incriminé encourt des sanctions sur le plan de la coopération? C'est de ça qu'il s'agit. C'est cette clarification. Nous n'avons pas au ministère des Affaires étrangères une notification comme quoi le pays va encourir des sanctions. Donc, permettez-moi que je m'en tienne. Je n'ai pas dit si la France va demander à nous sanctionner. Je demande, est-ce que dans les conventions qui lient les États, est-ce que ces dispositions sont précises dans les conventions? Non, il est certain que ces genres d'incidents sont, en tout cas, pose un certain nombre de problèmes et de préoccupations, toutes légitimes, et le corps diplomatique l'a exprimé. Maintenant, de là à dire que est-ce qu'on encourt des sanctions, je préfère peut-être ne pas trop m'aventurer sur ce terrain, puisqu'il y a une réglementation internationale qui est là, qui veut que le pays hôte, le pays qui abrite ces enceintes diplomatiques, ces missions diplomatiques-là, puisse assurer la sécurité de ces missions diplomatiques. Ça, c'est un droit qui est dévolu au pays qui accueille ces ambassades. Voilà. Maintenant, de là à dire qu'il y a une disposition, par exemple, qui prévoit des sanctions, non, je ne pense pas. D'accord. Voilà.
Vous êtes sur Tri TV et vous nous écoutez également sur Watt FM en direct. Nous recevons aujourd'hui le ministère des Affaires étrangères, représenté ici par Saïdou Songo, il est le secrétaire général de ce ministère, ainsi que Rasmane Congo, juriste au sein du ministère chargé des Affaires étrangères. Nous recevons donc le ministère des Affaires étrangères sur les appréciations, des commentaires parfois dévoyés, attendus au niveau du ministère, de ce ministère, notamment récemment, depuis le 25 octobre dernier, avec la composition du nouveau gouvernement où Olivia Wamba a été reconduite à la tête de ce département. Une reconduction diversement interprétée dans l'opinion publique. Nous en avons d'ailleurs parlé le 26 octobre dernier sur notre plateau du tribunal de l'actualité. Alors justement, quelles sont les précisions que vous souhaitez apporter dans le transport ou le déferlement d'opinion qu'il y a eu sur cette actualité-là? On commence par vous, Monsieur Congo. Merci beaucoup. Et de ce que nous avons entendu et observé, il y a 3 points essentiellement sur lesquels il y a des débats. Et quand Madame le ministre a été reconduite à son poste, nous nous réjouissons que les détracteurs ne se fonde pas sur sa compétence, sur les résultats qu'elle a pu atteindre, mais sur des aspects qui n'entachent en rien, qui ne portent en rien atteinte à la compétence et au fait que le ministre soit vraiment dévoué au travail. Les points que nous avons relevés, c'est d'abord concernant la délégation qui a été à New York dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies. Et le deuxième point concerne des soi-disant nominations de cadres par arrêté. Et le troisième point concerne une situation au niveau de notre ambassade à Ottawa. Donc, quand nous entendons les gens parler, on se rend compte qu'il y a beaucoup de méconnaissance, non seulement de la chose diplomatique, mais aussi des faits. Parce que il est important qu'on fasse souvent la distinction entre les faits qui sont constants et bruts. Qui sont sacrés pour nous. Tout à fait. Et les jugements. Les jugements qui sont subjectifs, qui ont pour limite les limites de la personne qui fait le jugement. Donc, si vous permettez, je peux déjà bondir sur le premier point. Il faut aller voir, justement, on fait un tour de table rapide sur le premier point et puis on continue. Ok. Le premier point, comme je l'ai dit, ça concerne une liste qui a circulé sur les réseaux sociaux, une liste de 72 personnes qui sont parties à New York dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies. Et il a été dit que, ils sont allés en villégiature, ils sont allés... Et les précisions que nous voulons apporter, c'est d'abord de savoir que la session des Nations unies se tient de septembre à décembre. Et de septembre à décembre, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Il y a beaucoup de réunions, il y a des travaux de commission et autres. Ce qu'on voit en septembre, les défilés des chefs d'État, de gouvernement et autres pour faire des discours, ça ce n'est que la partie visible de l'iceberg. La plus grande partie, la partie la plus importante se passe après tout ça. Et en ce moment même, ça se passe jusqu'en décembre. La liste qui a été, la délégation qui est partie aux Nations Unies, ce n'est pas nouveau. Quand vous prenez les années antérieures, c'est la même délégation. Et cette année, la liste, ce qu'il faut préciser, c'est que la liste qui a été publiée, il s'agit de, lorsque la session approche, les États envoient la liste de tous ceux qui seront à New York dans le cadre de la session pour avoir les pleins pouvoirs, non seulement avoir les badges d'accès aux différents locaux des Nations Unies, mais aussi
avoir les pleins pouvoirs qui permettront aux experts, aux techniciens d'aller parler au nom du Burkina, d'aller et décider ou voter au nom du Burkina dans les différentes commissions et autres. Donc la liste a été envoyée. Si vous avez bien lu, c'est les pleins pouvoirs qui ont été envoyés pour dire ceux-là sont de la délégation du Burkina et le Burkina dit qu'ils peuvent venir à New York et participer au nom du Burkina. La liste n'est pas seulement composée, comme les gens ont eu tendance à le faire croire, n'est pas seulement composée d'agents du ministère des Affaires étrangères. Et quand vous prenez la liste, il y a des agents, il y a une délégation de la présidence qui fait partie de la liste. Je crois 17 personnes. Il y a les agents, les diplomates qui sont déjà à la mission permanente à New York, qui vont participer aussi à la session. Il y a leur nom dedans. Et il y en a 14. Il y a les agents du ministère des Affaires étrangères qui ont des dossiers qui vont passer à défendre. Je crois qu'au ministère des Affaires étrangères, il y a 21 personnes. Et maintenant, les dossiers techniques, ce ne sont pas seulement au niveau des affaires étrangères. Il y a des experts des autres ministères et départements qui vont aussi participer à la défense de la position du Burkina dans certains dossiers. Eux aussi, ils font partie de la liste. Délégation. Et ces autres-là, je pense que ça fait 16 personnes, autour de 16 personnes. Donc c'est tout ça qui fait la liste. La liste n'est pas une liste de 72 personnes du ministère des Affaires étrangères. Et ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que tout le monde n'est pas allé à New York en même temps. Parce que les choses ne se passent pas au même moment. C'est les autorités qui partent en septembre à l'ouverture pour des rencontres bilatérales, pour des négociations avec d'autres pays. Et c'est dans ces rencontres, c'est dans ces instances que les États se rencontrent et décident de nouer des relations diplomatiques, des amitiés, d'échanger un certain nombre de choses. Ça se passe en septembre. Après ça, le travail commence. Au secrétariat de l'Assemblée générale des Nations Unies, il y a 6 commissions de travail. Et les États ont des représentants dans chaque commission qui défendent les positions de l'État dans ces commissions-là. Et donc, il y a des agents du ministère des Affaires étrangères qui sont toujours là même en attente de partir parce que la session ou la réunion à laquelle il doit prendre part va se tenir très prochainement. N'a pas encore eu lieu en novembre ou en décembre. Voilà. Donc, il y en a beaucoup qui sont encore là. Et ça va se tenir comme ça jusqu'en décembre. Voilà. Et ce qu'il faut aussi préciser, puisque dans les posts sur les réseaux sociaux, il y a eu des estimations budgétaires pour dire que dans ce contexte du pays, des estimations assez exagérées et qui n'est fondée sur, à mon sens, rien. La participation du pays à la session à l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est une mission spécifique. Ce n'est pas géré comme les missions ordinaires de l'État. Donc d'abord c'est budgétisé. Et l'Assemblée nationale vote un budget pour la participation de l'État à l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc il y a un budget qui est prévu pour ça. Et c'est ce budget qui a été utilisé. Maintenant, peut-être si les choses sont allées au-delà de ce budget, peut-être ça qui peut poser problème, mais jusqu'à présent, personne n'a donné de preuve que le budget qui a été alloué à la mission a été dépassé. Et vous affirmez que ce budget, pour l'heure en tout cas, n'a pas été dépassé? Non, pas du tout, puisque ce n'est même pas fini. C'est même pas fini. Les choses continuent.
Voilà. Ouais, on peut tourner. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, il faut aller vite pour qu'on puisse aborder les deux autres points. Bon, pour aller, en tout cas quelques éléments en ajout. Effectivement, ça fait l'objet d'une budgétisation consentie par l'Assemblée nationale. Et c'est ce budget-là qui est utilisé pour gérer en fait la participation du Burkina. Ce qu'il faut souligner, la délégation présidentielle et même la délégation du Premier ministère n'est pas prise en compte dans ce budget dont il parle, puisque cela fait l'objet d'une budgétisation hors de ce cadre-là. Voilà. Mais pour ce qui est des techniciens du ministère des Affaires étrangères, des techniciens des autres départements ministériels, c'est cela qui fait l'objet de la budgétisation au niveau de l'Assemblée nationale pour une participation active du Burkina Faso aux travaux. Parce que c'est avant tout aussi un devoir pour notre pays de participer à ces instances-là. Dans la mesure où il paye ses contributions, il doit pouvoir aller dire ce qu'il pense, non seulement de la gestion de certains programmes, de la gestion à l'interne même de l'organisation et prendre aussi position sur certaines questions d'importance. Voilà un peu ce qui explique en tout cas la participation du Burkina Faso aux sessions ordinaires de l'Assemblée générale de l'ONU. Une participation qui se poursuit donc, oui, juge Bougma. Oui, effectivement, quand ils ont commencé, ils ont parlé de détracteurs, je fais partie de ceux qui ont posé les questions. Je ne suis pas un détracteur, je tiens à préciser. S'il y a des détracteurs tapis dans l'ombre, oui. Nous avons posé des questions qui suscitent beaucoup de commentaires et nous avons dit que c'est une dame qui est très attendue sur certaines questions qui ont été posées. Quand vous dites c'est une dame, vous parlez de la ministre. Voilà, je dis qu'elle a été nommée, elle a été reconduite à son poste au moment où beaucoup de questions lui sont posées, au moment où les uns et les autres demandent la clarification sur un certain nombre de choses. Et j'ai même cité certains propos qui ont été effectivement évoqués. Violation de textes, des nominations irrégulières. Et là, je le dis parce qu'on était dans une logique où je n'ai pas cité le document en question. J'ai là la lettre adressée par le syndicat autonome des travailleurs du Trésor au Premier ministre qui évoquait les irrégularités des nominations, qui ont, dans la même lettre, il a même évoqué des irrégularités, comme on appelle ça, des considérations religieuses. Ça c'est un document que je n'ai pas cité quand j'ai donné mes propos à l'antenne. Mais comme vous êtes là, effectivement, c'est pour la clarification, parce que j'ai parlé de Ottawa. Pour New York, vous avez donné suffisamment de précisions. J'ai dit que ça suscitait beaucoup de commentaires. Le Burkinabé attendait de la clarification. C'est sur le budget de l'État. On prend acte. Ça s'étend jusqu'à décembre. On prend acte. Cette clarification a été donnée. Mais maintenant, sur la nomination à Ottawa, parce que c'était aussi le deuxième point, sauf si Inoussa a un commentaire particulier à faire par rapport à ce qui vient de dire. Par rapport au premier volet de la clarification. Oui, par rapport au premier volet, sur la question de nombre de participants, il n'y a pas de débat. Ce que les Burkinabés ont dénoncé, c'est le coût. Vous dites que le budget est connu. Est-ce que vous pouvez nous dire combien ça coûte ? Puisque le budget, c'est quelque chose de public. C'est vrai que nous n'avons pas eu la présence d'esprit d'aller regarder le budget, mais vous qui êtes du ministère, vous pourriez nous dire combien cette session-là coûte, surtout que vous avez indiqué que le Premier ministère et la présidence ne sont pas prises en compte dans ce budget-là. Ça veut dire que c'est un budget à part. Et c'est l'ensemble de ce budget mis ensemble, justement, qui a amené les uns et les autres à décrier cette mission particulière, qui se tient aussi dans un contexte particulier. Est-ce qu'il ne faut pas aussi adapter par moment les situations à la réalité du pays? À l'obligation du pays. On est en guerre, on demande l'effort de guerre, on demande de réduire le train de vie de l'État. Et quand les Burkinabés découvrent qu'il y a 77 personnes qui sont à New York, qui sont logées, etc., ça crée et ça crève le budget du Burkina. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Merci. Merci beaucoup parce que je voulais d'abord assurer le juge Bougma, il n'est pas un détracteur.
Dans la clarification. Voilà. Non. Parce que ce sont des propos qui ont été sur notre plateau, qui ont fait l'objet de cette émission. Donc je préfère donner cette clarification parce que après aussi j'ai eu des coups de fil, je sais de quoi je parle. Nous tenons à vous rassurer que ce n'est pas de nos propos de vous considérer comme un détracteur. Pour maintenant en venir à la question du juge Inoussa, je dirais simplement que la question du nombre effectivement peut susciter des questions, des préoccupations, et c'est légitime, surtout dans le contexte dans lequel nous sommes. Ce qu'il faut dire, parlant du ministère des Affaires étrangères, et là nous parlons pour le compte du ministère des Affaires étrangères, l'opportunité de la participation de la présidence ou du Premier ministère ne relève pas du ministère des Affaires étrangères. Ça, ce n'est pas nous qui décidons si la présidence doit partir ou pas. Il l'a fait si bien le décompte tout à l'heure. Le nombre des participants concernant le ministère des Affaires étrangères et les techniciens, et ce qui relève du ministère des Affaires étrangères, c'est ce volet-là. Maintenant, l'autre compartiment de la composition de la délégation, c'est-à-dire la présidence du FASO et le Premier ministère, il y a peut-être une justification. Pourquoi le Premier ministre était là-bas? Parce qu'il y avait des sommets parallèles de haut niveau en marge de la session même. La transformation de l'éducation. Sur la transformation de l'éducation, vous aurez même constaté qu'il y avait la présence du ministre en charge de l'éducation là-bas. Il y avait bien d'autres questions qui ont nécessité la participation de certaines personnalités. Mais bref, pour ce volet, ce n'est pas du ressort du ministère des Affaires étrangères. La question se pose au niveau du ministère des Affaires étrangères, surtout en lien avec le plein pouvoir qui a circulé. Quand on voit le plein pouvoir qui a circulé, on voit que la liste comprend aussi bien les représentants de la présidence du FASO, du Premier ministère, et puis les autres. Et de là, on peut faire un raccourci pour dire que cela relève du ministère des Affaires étrangères, alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas nous qui jugeons de l'opportunité de la participation de ces hautes autorités-là. Donc, du coup, le nombre, on ne peut pas, c'est pas à nous de répondre au fait que le nombre est pléthorique. Répondez rapidement à la question du juge sur le budget. Le budget. Oui, sur le budget et sur les autres aspects de cette question. Je vais faire mieux les propos du juge Inoussa qui dit qu'il est public. Nous allons le renvoyer pour consulter ce budget-là. C'est pas pour moi que vous le faites, monsieur. C'est pour les Burkinabés qui nous suivent en ce moment. Ils veulent savoir, ils ont le droit de savoir. Pourquoi est-ce que le budget... de la transparence et de la redevabilité. Pourquoi le budget est public? C'est ça aussi. Mais si vous êtes là, vous pouvez le dire au Burkinabé. Je ne peux pas le dire ici. Je vais le laisser là. On sera dans l'ombre. Le Burkinabé ne saura pas. Le Burkinabé peut aller consulter. Tous les Burkinabés n'ont pas accès à cela. Pensez à ce Burkinabé qui a Falanguntu. Pensez à ce paysan qui ne peut pas aller consulter. Oui. Je peux seulement vous rassurer que dans le processus, c'est un processus démocratique. Et ce budget est consenti par l'Assemblée et c'est sur la base de ce budget que le ministère fonctionne. Voilà. Et arrêter un chiffre maintenant, c'est peut-être m'aventurer. Donc je ne vais pas prendre ce risque-là d'arrêter. Oui, c'est pour cela que je vous renvoie à la lecture de ce document budgétaire. Le secrétaire général ne veut pas nous donner le budget, nous renvoie à aller le consulter nous-mêmes. Il y a plusieurs aspects qui ont été abordés et qui doivent faire l'objet de nos échanges. Donc rapidement, juge Bougma en a parlé tout à l'heure, le cas de l'ambassade du Burkina à Ottawa. Si on peut rapidement aborder cette question-là, qu'est-ce qui se passe à notre ambassade à Ottawa relativement à cette question qui donc fait rage dans l'opinion publique notamment. Oui, M. Congo. Merci beaucoup. Et à Ottawa, au niveau de notre ambassade, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. On a parlé de nomination ici, et qui a été jugée irrégulière. On a parlé de recrutement litigieux et autres. Ce qu'il faut d'abord comprendre généralement, c'est que c'est des aspects d'une situation globale qu'on soustrait pour amplifier et faire en sorte que ça fasse écho.
Mais si on explique, on donne la configuration générale du problème, chacun fera, de la situation, chacun fera son opinion là-dessus. Très rapidement, le problème est parti du rappel, des rappels d'ambassadeurs dont on a parlé ici au début. Plusieurs ambassadeurs ont été rappelés, je crois que c'était en mars 2022, y compris l'ambassadeur du Burkina Faso qui était à Ottawa. Et quand l'ambassadeur a été rappelé, il se trouve qu'au sein de l'ambassade, il y avait déjà une situation entre l'ambassadeur et son premier collaborateur qui est le ministre conseiller. Et quand l'ambassadeur a été rappelé, l'ambassadeur a mal pris son rappel et s'en est pris à cette dame-là, soit disant que c'est elle qui l'a fait rappeler. Beaucoup de choses. Est-ce que cet ambassadeur avait déjà fait les 5 ans? Il est parti en 2007. Non. En 2017, je veux dire. Excusez-moi. Il est parti en 2017. 2017 à 2022, donc voilà. Presque les 5 années. Voilà. Donc, il a mal pris son rappel et il s'en est pris à son premier collaborateur. Et des rapports qui ont été reçus au ministère, il est ressorti qu'il a juré de détruire la dame. Et après cela, et dans le laps de temps entre son rappel et son retour définitif au Burkina, et les éléments que je peux relever, c'est que il a cherché des éléments pour incriminer son premier collaborateur, notamment le fait de recruter, le fait de saisir un avocat pour examiner et voir s'il n'y a pas de problème juridique particulier qu'on pouvait relever contre elle, et le fait d'avoir envoyé des huissiers à son domicile en violation de ses privilèges et immunités diplomatiques pour constater l'absence de son garçon de ménage. Tout ça, c'est arrivé. Et tout ça, ça a été documenté. Et lorsqu'il devait venir, et lorsqu'il est parti, et tout ça, ça a été fait avec la complicité de la trésorière qui est là-bas, puisque l'avocat a été payé par le budget de l'État pour examiner, voir dans quelle mesure on peut trouver des choses pour poursuivre la dame. Et l'huissier a été payé aussi. Quand l'ambassadeur est finalement rentré, la dame a été nommée, a été désignée chargée d'affaires, c'est-à-dire l'intérimaire. Et en tant qu'intérimaire, elle est aussi désignée et ordonnateur délégué du budget. En clair, elle devient le premier responsable de l'ambassade. Lorsqu'elle a commencé, la trésorière lui a soumis les salaires du mois de mai pour faire les virements. Et quand elle a reçu le dossier, tous les salaires se font par virement, mais il y a un salaire qui a fait l'objet d'un chèque. Elle a cherché à comprendre. Pourquoi tout le monde, au lieu d'un virement. Voilà, pourquoi tout le monde est payé par virement et cette personne est particulièrement payée par chèque. Et comme il y avait déjà des tensions à ce niveau, la dame a expliqué oralement que voilà, il s'agissait du conseil économique qui avait été nommé et à ce poste et qui n'était pas fonctionnaire. Et il y avait des difficultés pour pouvoir le payer. Et comme cette question de sa rémunération en ambassade n'était pas réglée, et ils ont décidé, notamment la trésorière, l'ambassadeur, et selon en tout cas ses propres explications, le trésorier des missions diplomatiques et consulaires ainsi que le DAF du ministère, ils ont décidé d'inventer non seulement une catégorie et des échelons
à cette personne-là afin de pouvoir le payer ce qu'ils ont appelé une avance de solde. Et il a été payé comme ça d'août 2021 à mai 2022. La dame dit non, c'est irrégulier. Il n'y a aucune base qui permet de payer ce monsieur, puisqu'il n'est pas fonctionnaire. Généralement, quand les fonctionnaires sont nommés, le poste de conseiller économique, c'est un poste de fonctionnaire. C'est-à-dire, on ne peut pas le nommer si ce n'est pas un fonctionnaire. Si ce n'est pas un fonctionnaire, sa rémunération va poser problème. Parce que le système de rémunération est basé sur le salaire indiciaire à l'intérieur du pays ici. Donc, on ne peut pas le payer. Elle a dit qu'il y a un projet de contrat qui est en cours et que c'est quand le contrat sera signé qu'elle va régulariser la situation. Il dit, mais le contrat n'est pas signé, ça veut dire qu'il n'y a pas de base juridique. Donc, la situation, vraiment, elle ne comprend rien, elle ne va pas signer, elle va se référer à sa hiérarchie pour avoir les instructions. C'est là qu'elle a écrit au ministre pour expliquer la situation. Et c'est en ce moment que même le ministre a appris l'existence de ce cas-là, puisqu'il avait été nommé... Ce cas qui fait l'objet d'un paiement par chèque. Non, que non seulement il est à l'ambassade, qu'il a été nommé de façon irrégulière, puisqu'il n'est pas fonctionnaire. Nos textes disent que ce sont seulement des fonctionnaires qui peuvent être nommés là-bas. Il n'est pas fonctionnaire. Il a été nommé conseiller économique alors qu'il est juriste. Et lorsque des agents d'autres ministères sont nommés aux affaires étrangères, il y a d'abord une mise à disposition avant la nomination. Le monsieur n'a pas fait l'objet de mise à disposition parce qu'il n'y a pas de mise à disposition entre une société d'État et l'administration. C'est ça. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des irrégularités et des illégalités qui ont entaché sa nomination. Ce qui a créé aussi la difficulté de le payer. Et il parle de contrat. Généralement, c'est les ambassadeurs qui signent un contrat avec de fonctions quand ils sont nommés. Et quand ils sont nommés, ils signent le contrat avant de partir. Ils ne partent pas signer le contrat en ambassade. Mais on n'a pas compris comment ce monsieur s'est retrouvé en ambassade avec toute sa famille et autres, sans contrat, sans situation. Et aujourd'hui, où en est cette situation? Rapidement, très rapidement. Peut-être le SG... Parce que le problème est assez complexe. C'est pour ça qu'il faut qu'on explique pour que les gens comprennent que ce n'est pas aussi simple que ça. Quand on dit nomination et autres, ce n'est pas aussi simple que ça. C'est assez complexe. Donc, ce monsieur, et quand le ministre a examiné sa situation est tout à fait irrégulière au Canada. Donc, la conséquence logique, c'était de le rappeler. Et il a été rappelé. Et quand il a été rappelé, maintenant, et la trésorière qui était là maintenant a dit que, bon, elle ne travaille plus. Elle a refusé de montrer le budget de l'ambassade à celle qui est maintenant ordonnateur délégué et responsable de l'ambassade. Elle a fermé tous ses documents et autres. La dame ne peut même pas regarder pour voir comment on va gérer l'ambassade. Et ça crée un dysfonctionnement au niveau de l'ambassade. Et en plus de ça, le fait pour un financier de son rang d'avoir engagé les fonds de l'État sur une base qui n'existe aucunement a été jugé vraiment très grave. Et sur la base de ça, le ministre a pris des décisions. Parce que le ministre est responsable du bon fonctionnement des ambassades. Directement à M. Congo. Voilà. Donc, le ministre a pris la décision de la rappeler en nommant un remplaçant. Et nos textes disent que les attachés financiers, notamment les trésoriers, sont nommés en Conseil des ministres sur proposition du ministre des Affaires étrangères. Et il a été nommé sur proposition du ministre des Affaires étrangères. Et le ministre des Affaires étrangères a tenu le ministre des Finances au courant de la situation. À sa nomination, le ministre des Finances, c'était en Conseil des ministres, le ministre des Finances était présent. Le ministre des Finances a examiné le dossier. Le ministre des Finances a examiné le dossier et n'a pas eu de reproche à faire au dossier.
Donc, il a participé à la nomination. Et après la nomination, c'est le syndicat qui écrit pour dire que la nomination est irrégulière. Parce que pour eux, d'abord, c'est un comptable public. Et un comptable public est nommé nécessairement sur proposition du ministre des Finances. Et deuxièmement, qui devait avoir un rapport d'abord avant la nomination. Et j'ai tout de suite dit que nos textes disent que le trésorier est nommé sur proposition du ministre des Affaires étrangères. Les ambassades, ce sont des services du ministère des Affaires étrangères. Je vois mal un ministre d'un autre département proposer et envoyer un dossier de nomination dans un service d'un autre ministre. C'est forcément ce ministre-là. Mais avant la nomination, il se consulte. C'est le ministre des Finances qui propose la personne et le ministre des Affaires étrangères procède à la nomination. Voilà pour ce qui concerne cette nomination. C'est pas la fin de la question, mais comme c'est sur la nomination et la situation à l'ambassade du Burkina à Ottawa. La situation, c'est pas... On ne peut pas finir de parler de ça. On va pas finir de parler, on va dire juste, je rappelle juste à nos auditeurs, donc, s'il y a des questions, à nos auditeurs qui nous écoutent, que nous recevons aujourd'hui le ministère chargé des Affaires étrangères sur un certain nombre de questions et qui sont en débat, qui font polémique dans l'opinion publique. Et pour cette émission, nous avons eu donc l'opportunité d'avoir une petite rallonge. Donc, juge Bougma, vous vouliez intervenir par rapport aux explications. Effectivement, vu le temps, je me posais la question de savoir est-ce qu'on pourrait... Mais comme on a une rallonge de temps pour pouvoir comprendre, effectivement. Oui, je disais que j'avais effectivement cette lettre-là. Oui. Et c'est d'ailleurs, c'est pourquoi je disais que celle qui vient d'être reconduite a été reconduite au moment où il y a un certain nombre de préoccupations qui sont sur sa table et qui demandent de la clarification. C'est ce que j'ai même dit avant de citer un certain nombre de griefs. Et donc, parmi lesquels c'est l'extrait que je vais lire, en effet, soit les uns et les autres ont mal compris les textes irrélatifs, soit ils ont abusé de ces textes pour réaliser des desseins personnels à travers ce parti pris dans le différend qui oppose la trésorière à la chargée d'affaires. Car il nous est ressorti dans nos investigations des considérations d'appartenance religieuse dans la tentative d'écarter un des acteurs. Pendant ce temps, une sombre affaire d'un éventuel personnel fictif nous a été révélée et nous estimons pour ce dernier aspect que l'autorité gagnerait à s'empresser d'élucider l'affaire et tirer les conséquences plutôt que de croire régler une question aussi profonde et pérenne comme celle-ci par une nomination hâtive et irrégulière aussi bien dans la forme que dans le fond. Voilà pourquoi nous restons attachés à l'envoi d'une mission d'inspection qui situera les responsabilités avant toute action. Ce n'est ni plus ni moins que, en d'autres termes, c'est que moi j'ai répété. Et donc là aussi, il y a une demande de clarification. Il demande même l'envoi d'une mission d'inspection. C'est un extrait de cette lettre qui a été adressée au Premier ministre par les soins du syndicat autonome des travailleurs du Trésor. Donc, oui, monsieur le secrétaire général. Oui, merci encore. Oui, la question de l'envoi de l'inspection est toujours d'actualité. Ça, je peux vous l'assurer. Est-ce qu'elle sera envoyée? Elle sera envoyée. Okay. Maintenant, pour la question même de la nomination, mon collègue l'a tantôt souligné, c'est une décision souveraine du Conseil des ministres. Et la collégialité, c'est un peu ça. La question est posée sur la table du Conseil des ministres qui a décidé en toute souveraineté de nommer un nouveau trésorier. Moi, la question que je me pose, qui sommes-nous pour regarder cet aspect dans la mesure où, comme les textes le disent, c'est sur proposition du ministre des Affaires étrangères et certainement en collaboration avec son vis-à-vis des finances. Et c'est au sein du Conseil des ministres que la décision a été prise. Je pense ou j'imagine que s'il y avait un problème, cette décision-là n'allait pas sortir de là. C'est dans le même cas de figure, imaginez-vous un instant qu'on suive la procédure. Le ministre des Finances, en concertation avec son homologue des Affaires étrangères, propose un cadre et que, aux délibérations du Conseil des ministres, le Conseil des ministres décide souverainement de ne pas suivre.
Ils ont aussi cette latitude-là. Voilà. Mais ici, dans ce cas de figure, ça a été acté. D'où la question qu'on est en droit de se poser, comment ou qui sommes-nous pour, en tout cas, se préoccuper de cet aspect-là, sous cet angle-là. Je tiens aussi à souligner un aspect, parce que, vous savez, le ministère des Affaires étrangères, c'est l'un des ministères qui abrite tous les corps professionnels. Nous bénéficions de l'apport de tous les autres ministères et il y a vraiment une symbiose. Je peux même m'aventurer pour dire que le ministère des Finances est l'un de nos premiers collaborateurs parce qu'ils sont en nombre, si ce n'est pas plus élevé, c'est à peu près dans les mêmes proportions. Donc il n'y a pas de problème particulier entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Finances, comme certaines presses ont tendance à le faire croire. La collaboration est parfaite, la collaboration est saine. Les cas de contentieux de ce genre, il en existe. Il en existe. Surtout au moment où on doit rappeler des agents, il y a toujours une certaine tension dans les ambassades, sur l'administration centrale, qui font l'objet même des contentieux d'attaque à l'AGE. Le ministère est toujours astreint à s'expliquer dans ces lieux. Et ça ne concerne pas seulement les cas du ministère des Finances ou des autres départements. Même des diplomates attaquent les décisions. Et la même rigueur dont il a fait cas pour qu'il y ait une gouvernance vertueuse, parce que c'est ça aussi qu'il faut expliquer. Nous sommes dans un contexte où c'est la gouvernance vertueuse qui doit être promue. Quand il y a des cas d'irrégularité, l'administrateur se doit de prendre des dispositions pour essayer quand même de recadrer les choses. Cela vaut aussi bien pour les cadres des autres départements que pour les diplomates eux-mêmes. Il y a des diplomates qui ont des conduites qui ne sont pas acceptées. Il y a des décisions qui sont prises. Il y a des cas actuellement que nous sommes en train de gérer. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas de fixation sur un corps particulier. C'est simplement que nous sommes dans un contexte où nous travaillons à ce que les choses se fassent dans l'harmonie, dans le respect des textes aussi, mais surtout pour qu'il y ait une gouvernance quand même vertueuse. Pour qu'il y ait une gouvernance, oui. Inoussa Ouedraogo, qui n'est pas intervenu depuis? Non, on a écouté les explications qui sont données, mais on se rend compte qu'il y a problème. Il y a effectivement des problèmes dans ces ambassades-là, et dans les nominations également, il y a des problèmes. Le syndicat du ministère des Affaires étrangères dénonce un certain nombre de problèmes, et des finances dénonce un certain nombre de problèmes, et ce sont l'ensemble de ces éléments que nous mettions sur la table en indiquant effectivement qu'il y a des difficultés au niveau du ministère des Affaires étrangères, et c'est bien que vous l'ayez reconnu, et qu'il y ait des actions en cours pour clarifier tout cela. Peut-être que ça permettra aux Burkinabés de mieux comprendre et que ceux qui sont fautifs soient sanctionnés à la hauteur justement de leur forfait. Moi, je voudrais revenir sur un élément justement dans la lettre en question où on parle des questions religieuses ou autres qui sont brandies. C'est vrai que c'est des questions sensibles, mais au nom de la transparence, c'est bien qu'on sache de quoi tout cela retourne. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ? Bon, ce que je peux dire, nous sommes dans un État laïque. À ma connaissance, je ne pense pas que les considérations d'ordre religieux soient un critère de nomination. Et je peux vous assurer qu'au niveau du ministère des Affaires étrangères, ce n'est pas l'un des critères pour affecter quelqu'un ou pour décider du retour de quelqu'un. Donc, cet aspect-là, vraiment, il va falloir qu'on soit clair. Nous sommes dans un État laïque. Il faut qu'on travaille vraiment à ce que, en la matière, il n'y ait pas de difficultés. D'accord. Rapidement, Inoussa n'a pas fini. Oui. Non, je voulais revenir, je ne sais pas si on continue sur cette question ou si on peut... Ouais, si on peut aborder un autre aspect. Moi, je voulais revenir justement sur... C'est mieux d'aborder un autre aspect rapidement pour donner la parole au ministère des Affaires étrangères là-dessus. Sur la question des relations diplomatique entre le Burkina et un certain nombre de pays. On a souvent vu dans l'espace public des Burkinabés réclamer justement que le Burkina Faso s'oriente vers la Russie.
pour avoir beaucoup plus de matériel, pour mieux combattre le terrorisme, etc. Certaines autorités nous avaient déjà dit qu'il y a la diversification des partenariats et que la Russie est déjà là. En l'état actuel, est-ce que vous pouvez nous dire à quel niveau nous en sommes avec nos relations diplomatiques avec la Russie d'une part, et est-ce que actuellement au niveau du ministère des Affaires étrangères, la réflexion est en cours pour donner des réponses à ces Burkinabés-là qui revendiquent de plus en plus que la Russie soit un des partenaires privilégiés du Burkina en matière de lutte contre le terrorisme? Merci encore. Et je dirais simplement que le ministère des Affaires étrangères est chargé de la mise en œuvre de la politique étrangère du pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que nous suivons la ligne édictée par l'autorité, notamment la présidence du Faso. C'est la présidence du Faso qui donne la ligne et le ministère des Affaires étrangères met en œuvre. Voilà ce que je peux dire. Pour revenir à votre question, ce que je veux peut-être souligner, c'est le fait que votre question est politique. Nous sommes des administrateurs et nous ne nous aventurons pas sur le champ politique, sauf que pour mettre en œuvre la politique étrangère édictée par le président du Faso. Maintenant, la question de la Russie. Les relations ont toujours existé entre le Burkina Faso et la Russie. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas maintenant que ça va commencer. Nous avons une ambassade à Moscou. L'ambassade de Russie qui couvre le Burkina se trouve à Abidjan. Donc il y a des relations qui existent déjà. Maintenant, la question telle qu'elle est posée, j'ai l'impression que c'est maintenant que les choses doivent commencer. Ça ne doit pas être comme ça, puisque les relations existent déjà. Non, c'est clair que la relation existe déjà. Oui. Les Burkinabés demandent un changement de paradigme en termes de relations avec la Russie. Oui. Puisque oui, c'est des relations qui existent comme toutes les autres ambassades qui sont au Burkina. Oui. Mais les Burkinabés, voyant ce qui se passe autour de nous, notamment au Mali, oui, brandissent régulièrement lors de manifestations des drapeaux russes. Oui. Je sais que vous êtes au courant et que vous suivez régulièrement ces manifestations. Oui. Oui. C'est par rapport à cette question. Vous êtes certainement un technicien. Oui. Et vous savez, il faut abréger rapidement. La question directe, c'est quoi? Il faut donner la parole, il faut laisser le ministère des Affaires étrangères dire un mot sur ça rapide. Je comprends et je note aussi cette ferveur-là et cette volonté de la population d'aller vers la Russie. La question pour nous autres au ministère des Affaires étrangères, c'est le discours du chef de l'État. Qu'est-ce qu'il a dit en substance? Et nous, au niveau du ministère des Affaires étrangères, comme je l'ai dit, nous sommes chargés de la mise en œuvre de la politique édictée par le chef de l'État. Nous n'avons pas à nous prononcer vis-à-vis de ce que la population demande, puisque nous mettons en œuvre ce que le chef de l'État nous demande de faire. Alors, rapidement, M. Congo, vous vouliez dire encore un point, vous avez une minute pour le faire. Je reviens d'abord sur la question religieuse pour dire que pour moi, il s'agit de questions d'impression, de questions subjectives. Il n'y a aucun acte administratif où c'est écrit que c'est à cause de considérations religieuses. La question du rappel de la trésorière, c'est objectif, c'est clair. D'abord, elle a engagé le budget de l'État pour payer des salaires alors qu'il n'y a aucune base légale. Ensuite, elle a refusé de collaborer avec le premier responsable de l'ambassade, ce qui crée des dysfonctionnements au sein de l'ambassade. En plus, elle a, en complicité avec l'ambassadeur, engagé les fonds de l'ambassade pour payer des avocats afin de chercher de violer les immunités et privilèges d'un diplomate. Ça, c'est des éléments objectifs. Et concernant la question de la Russie, le secrétaire général a parfaitement répondu à la question. Mais ce que moi je voulais ajouter, c'est que le ministère des Affaires étrangères, nous mettons en œuvre. Si la politique, les orientations politiques viennent du plus haut niveau, nous allons prendre les dispositions pour mettre en œuvre ce que l'autorité veut. C'est comme ça se passe. Ce n'est pas le ministère des Affaires étrangères qui décide de ce qu'on va faire ou de ce qu'on ne va pas faire. Merci. D'accord, c'est vrai que vu le temps, moi j'avais 2 commentaires avant de poser une dernière question.
Parce que sur les éléments de clarification qui devaient être apportés, que j'avais soulevés, il y a aussi que la délégation a été conduite par un avion affrété par l'Arabie Saoudite. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Surtout que vous avez refusé de nous dire combien ça coûtait. Oui, et moi je suis curieux de savoir pourquoi, surtout que M. Congo a dirigé le Samaï, vous êtes si cher attaché à la transparence. Et donc, je ne sais pas pourquoi. Mais bref, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Et dans quelles conditions la délégation est partie avec l'avion saoudien? Parce que ça fait partie également de beaucoup de commentaires relayés dans la presse et sur les réseaux sociaux. Et je voulais avoir une précision là-dessus. Okay, merci bien. La question de la gestion de la session, je voulais bien dire, le volet concernant la présidence du FASO ne concerne pas le ministère des Affaires étrangères. Donc l'avion, c'est l'élève de la présidence. Vous pouvez poser la question à qui de droit? Parce que vous êtes venu comme qui de droit pour répondre à des griefs que nous avons tenus à l'encontre du ministère des Affaires étrangères. C'est pourquoi je vous pose la question. Si vous dites que ça relève de la présidence de FASO, quand l'opportunité nous sera donnée... Voilà. On se rassure, vous n'avez même pas de suspicion. Nous comprenons parfaitement. Nous comprenons parfaitement. Il y a deux volets. Il y a un volet qui relève du ministère des Affaires étrangères et l'autre volet concernant la gestion budgétaire de la présidence du FASO. Nous n'avons pas d'informations sur cet aspect-là. Mais vous pouvez nous donner les infos que vous avez sur votre ministère. Je reviens sur la gestion maintenant du ministère. La gestion du ministère, les cadres du ministère ne sont pas montés dans cet avion, ça je peux vous rassurer, parce que eux, ils ont leur budget, les billets d'avion, les frais d'émission, tout ça, ça c'est budgétisé. Et comme vous insistez tant, en fait, c'est pas un refus de vous donner le chiffre, c'est le risque de me tromper sur le chiffre réel. Mais si vous voulez, je peux vous donner une estimation. Ouais. Voilà. Ce n'est pas un refus en tant que tel, c'est pour ne pas risquer de donner un chiffre erroné. Voilà pourquoi je vous ai dit que je vous ramenais aux documents budgétaires. Sinon, ce n'est pas un refus. Et on peut estimer ce budget à combien? Environ 60 millions. Environ 60 millions de francs pour ce qui concerne donc... voilà, environ 60 millions, mais je ne suis pas sûr du chiffre exact. Voilà. Alors, environ 60 millions. Voilà, donc vous pourrez vérifier, mais c'est sous réserve vraiment que vous puissiez vérifier pour avoir le chiffre exact. Voilà. C'est bon, avec les juges, en tout cas, on n'aura pas épuisé toutes les questions et ni toutes les polémiques en cours, mais c'était déjà bien d'avoir fait ce tour pour expliquer aux uns et aux autres comment un certain nombre de choses se sont passées au niveau de ce ministère, le ministère des Affaires étrangères, qui est un ministère important de la République, qui est un ministère important dans le dispositif d'attractivité du Burkina, surtout dans un contexte, on le sait, sécuritaire très difficile. Fin de cette audience du tribunal de l'actualité qui recevait pour vous Seydou Zongo, il est secrétaire général du ministère chargé des Affaires étrangères. Merci. Et également avec vous, il y avait Rasmane Congo, il est juriste au ministère chargé des Affaires étrangères. Merci donc à tous les deux d'être venus partager avec nous et surtout avec nos auditeurs et avec nos téléspectateurs votre part de vérité sur donc ces questions liées au ministère des Affaires étrangères. Merci à vous. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup. Merci aux juges aussi de nous avoir accueillis. Merci à vous pour la conduite des échanges. Merci aussi aux auditeurs. Merci aux auditeurs, merci aux téléspectateurs, merci au juge Bernard Bougma, merci. Merci beaucoup. Merci au juge Inoussa Ouedraogo. Merci, Président. Merci également aux équipes techniques de réalisation ainsi qu'à vous tous qui nous accordez votre attention et votre fidélité. Vous êtes sur Tri TV et Watt FM. Le tribunal de l'actualité revient la semaine prochaine avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.